Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. De vous retrouver dans le cadre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Voici d'abord les principaux titres. Le 30 avril est commémoré la journée nationale de l'enseignement. Numérica Télévision fait l'état des lieux du secteur dans notre pays. Dossier complet à suivre tout à l'heure. C'est une page de l'histoire qui se referme. Ce 30 avril marque en effet la fin des activités d'Orgaman, Transmark et Mampenza, société créée il y a, vous vous rappelez, une quarantaine d'années par le Belge William Damso, que certains présentent comme le roi du Mpiodi à Kinshasa. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité José Adolphe Voto, l'invité de ce journal. Il est enseignant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, chef de travaux. Il enseigne la radio, télévision, mais aussi certains cours et entrées à la communication. Monsieur le chef de travaux, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par vous souhaiter une très bonne fête de l'enseignement. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Mais tout d'abord, cette nouvelle, 6 militaires congolais et une femme civile sont morts ce mercredi lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens de l'Alliance patriotique pour un Congo libre et souverain à Nyabiondo. Nous sommes dans le Nord Kivu. Selon des sources militaires, 5 autres soldats et 2 casques bleus de la MONUSCO ont été blessés. L'état-major du 810e régiment des FARDC à Nyabiondo a été la cible des combattants de l'APCLS ce matin. Environ 3000 personnes ont trouvé refuge à la base des casques bleus de la MONUSCO à Nyabiondo après ces combats. Et à Kinshasa, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la MONUSCO fait un état de l'attaque de la position de leurs hommes et des FARDC par les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain au niveau des localités de Kishonga et Birere dans le territoire de Massissi, toujours dans le Nord Kivu. Le commentaire, le compte-rendu d'Albert Romba. Au Nord Kivu, les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, ont attaqué dans la matinée de mercredi les postes opérationnels de la force de la MONUSCO et les positions des FARDC situées dans les localités de Kishonga et Birere 1 dans le territoire de Massissi. Selon la MONUSCO, il y a eu quelques victimes militaires et civiles. Dans le territoire de Massissi, les FARDC et la MONUSCO maintiennent la pression contre les miliciens de l'APCLS. Dans la Patriote pour un Congo libre et souverain, APCLS ont attaqué le poste opérationnel de la force de la MONUSCO et les positions FARDC situées à Birere 1 et Kishonga. 6 soldats des FARDC ont été tués, 3 autres blessés, ainsi qu'un casque bleu de la MONUSCO, tous évacués à l'hôpital de niveau 3 à Goma. Les troupes de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO ont vigoureusement réagi et soutenu les FARDC par les troupes au sol et par un appui feu aérien permettant aux forces gouvernementales de reconquérir Birere 1 momentanément contrôlé par la PCLS.
Au Katanga, par contre, 1500 habitations ont été incendiées par les Maï Bakata Katanga dans les territoires des Manono, Mitwaba et Pueto. Kalemik, Malembankulu, Kipushi et Moba ont également été victimes des attaques de ces rebelles. Côté santé, l'OMS lance un cri d'alarme contre le paludisme. La RDC et le Nigeria représentent à eux deux 40% du poids total du paludisme au niveau mondial. C'est pour ça que nous sommes dans un pays où le paludisme est d'une endémicité élevée. Le paludisme demeure un défi pour la République démocratique du Congo. Et les rapports du ministère de la Santé, faits en collaboration avec les organisations, montrent qu'en 2013, 11 363 817 cas de paludisme ont été enregistrés. L'OMS recommande à la communauté de prendre des mesures préventives en faisant des tests diagnostiques rapides, mais surtout de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. 30 avril, journée de l'enseignement, une marche a été organisée ce mercredi à l'Institut de la Gombe en marge de la journée nationale de l'enseignement. Justement, le thème retenu pour cette année, éducation de base renforcée. Une manifestation qui a réuni des enseignants et élèves des établissements publics de la capitale. Le récit est signé Élisée Mafou. Chers élèves, le 30 avril, nous célébrons la journée de l'enseignement national. Nous voulons à cette occasion vous associer à l'évolution de notre système éducatif dominé par la réforme éducative. Cette réforme en cours répond à l'impératif de réaliser le projet du président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, celui de moderniser la République démocratique du Congo. Le projet de l'éducation requiert la mobilisation des citoyennes et citoyens patriotes acquis aux valeurs sociales, morales et civiques, compétents par leur connaissance du savoir, leur attitude et comportement du savoir-être et leur capacité du savoir-faire et agir, bien préparés aux responsabilités d'agents véritables et actifs du développement. Les réalisations de la réforme éducative à impact visible sont variées, notamment 1. La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics pour les classes initialement de la 1er à la 5e primaire sur toute l'étendue du territoire national. Sa mise en œuvre nous a permis de récupérer plus d'1 million d'enfants hors système scolaire et l'indice de parité garçons et filles s'est renforcé. 2. La réhabilitation et la reconstruction des infrastructures scolaires sur toute l'étendue de la République avec la participation de communautés locales pour augmenter la capacité d'accueil des enfants à l'école. 3. La distribution de manuels scolaires et guides pédagogiques en faveur des écoles tant privées que publiques. 4. Le centre de formation continue des enseignants fonctionne à ce jour dans nos différentes provinces. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo qui regroupe en son sein le CINECAT, le CCT, le CINEP et le CDT a organisé un sit-in aujourd'hui à Kinshasa devant le ministère de tutelle. Ce regroupement syndical revendique l'amélioration des conditions sociales. Élisée Mafou, reportage. L'enceinte du ministère de l'enseignement primaire et professionnel a été pris d'assaut ce matin par les syndicats des enseignants. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales. Parmi les revendications, il y a entre autres la correction du mécanisme de paie par voie bancaire, la régularisation de la situation de 300 000 enseignants.
La marche a été réprimée. Les revendicateurs n'ont pas franchi la porte de la primature pour déposer leurs mémos. Et en République démocratique du Congo, l'on déplore le niveau de l'enseignement qui a connu sensiblement une baisse malgré des multiples efforts fournis par le gouvernement. Reportage. Le système de l'enseignement congolais a d'énormes défis à relever. Sinon, c'est toute une génération qui en pâtirait. L'enseignement dans les établissements publics a connu une baisse considérable jusqu'au point où certains parents envoient leurs enfants à l'étranger et d'autres les inscrivent dans les écoles privées. Depuis l'indépendance, le Congo, au lieu d'aller vers le haut au point de vue structure, et particulièrement au point de vue structure scolaire, école, le Congo est allé en baisse. Cela est motivé en général par la situation de crise que notre pays a connue dès ce moment jusqu'à nos jours. La crise économique appauvissant les Congolais a rendu les Congolais distraits. Au lieu que nous nous occupions de l'essentiel, qui est entre autres l'éducation, nous nous sommes occupés de l'accessoire. Nous avons connu dans mon pays beaucoup de perturbations qui n'ont pas permis nécessairement à un système éducatif d'être cohérent, d'être tout à fait suivi. Les interruptions que nous avons connues de temps en temps, pour des raisons que vous connaissez très bien, n'ont pas effectivement permis à notre système éducatif d'être tout à fait soudé comme il a été dans le temps. C'est vrai aussi, n'oublions pas, que malgré tout cela, nos étudiants, en tout cas pour nous qui sommes de ce côté-là, nous avons la fierté et le courage parfois de dire que certains de nos étudiants que nous envoyons à travers le pays, à travers le monde, à travers, n'est-ce pas, d'autres milieux dans le monde, brillent. Et ça, je peux vraiment vous le confirmer. Mais nous savons en même temps que nous pouvons faire mieux parce que nous sommes convaincus que certaines valeurs parmi nos jeunes gens se perdent par manque d'encadrement, par manque, n'est-ce pas, de suivi, parce que les structures dans son ensemble ne sont pas nécessairement réunies. Selon le professeur Kambaï, la pertinence de programmes d'études en rapport avec le marché de l'emploi s'avère important pour relever le niveau de l'enseignement. En principe, lorsque on enseigne, nos programmes doivent viser le plus possible à la formation du citoyen congolais. Le citoyen congolais, c'est celui qui, en principe, aime son pays. Aimer son pays, c'est devenir nationaliste. Nous sommes riches. Sur quoi est basée cette richesse? Non, nous sommes pauvres. On ne connaît pas nos forêts, parce qu'on n'apprend pas ces forêts. On ne connaît pas notre population, parce qu'on n'apprend pas cette population. On ne connaît pas notre climat, parce qu'on n'apprend pas ce climat. On ne connaît pas, notre agriculture, nos mines, nos hommes, nos enfants. On ne les connaît pas. Comment voulez-vous connaître ce pays? Comment voulez-vous aimer le pays sans le connaître? C'est là où le programme d'enseignement doit entrer en vigueur. Ne dit-on pas que la jeunesse est la relève de demain? C'est l'enseignement des qualités qui rendra cette relève possible. Et l'éducation pour tous d'ici 2015, c'est l'objectif du gouvernement congolais à travers son programme de construction de 1000 écoles, un projet en cours de réalisation auquel croit fermement le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, puisque selon lui, le développement passe aussi par l'éducation. Reportage. Le projet de construction des établissements publics entre en vigueur en 2013. Vu l'état du délabrement très avancé des infrastructures scolaires, ce projet vient accompagner les programmes de gratuité de l'enseignement primaire. Sans une mesure d'accompagnement, la gratuité va plutôt dégrader la qualité de l'enseignement. Souligner l'importance de l'éducation.
le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a inscrit l'éducation comme l'une des priorités de la révolution de la modernité, une priorité du gouvernement dont nous avons la charge. Et donc nous avions l'obligation de nous rendre compte de ce programme ambitieux de révolution de la modernité dans le secteur de l'éducation. Outre la création des écoles qui entrent dans le programme social, il est important de procéder à la formation des enseignants, mais aussi à l'augmentation du budget alloué dans ces secteurs qui n'est que de 4%. Et on va faire une marche en arrière. Au cours des années 67, l'enseignement au Zaïre était comparable à celui du Congo belge. Le diplôme d'État était l'équivalent du baccalauréat en France. La première édition a débuté en 1967 et le diplôme d'État était délivré à cette époque avec un minimum de 60%. Nos reporters ont rencontré les candidats de la deuxième édition dont nous vous proposons de suivre le témoignage exclusif Numérica Télévision. La première édition de l'examen d'État en RDC a commencé en 1967. C'était une première organisation à travers tout le pays. Les examens comprenaient l'oral, l'écrit et la pratique. Les diplômes d'État étaient délivrés à celui qui obtenait les minimums de 60%. En 1968, c'était la deuxième édition qui s'est déroulée dans les mêmes conditions. Moi, j'ai terminé à l'école sociale d'Ngiringiri en 1968. Je suis de la deuxième promotion des examens d'État. Alors, l'examen était organisé de la manière suivante. Il y a eu les cours de l'option et les cours généraux. En 1968, moi j'étais en 6e année des humanités pédagogiques au collège Saint-Albert le Grand, au Tchoumbé. Alors les examens d'État proprement dit ne se sont pas déroulés au sein de l'Institut. Nous étions obligés de nous déplacer à Loudja. Pour le Sanko, il y avait un seul centre, donc le centre à Loudja. Là où nous avons présenté les examens. Il y avait une partie écrite, une partie orale. Et c'est toutes les matières. Malgré cette organisation, on n'a pas manqué de constater quelques imperfections. À travers toute la République, que l'examen de physique était très difficile. Et le feu ministre Mungulu Diaka a annulé à travers toute la République cet examen de physique. C'est ainsi que nous avons été exemptés aussi de ne pas présenter le texte de sélection. Quand vous venez à l'université, c'est à travers ce point-là qu'on devait vous orienter. Texte d'orientation, bien sûr. C'était une surprise. Nous, on a préparé les examens, on ne savait même pas comment ces examens allaient être orientés. Alors, on dit non, les étudiants des sciences humaines, allez, vous allez vous retrouver tous du côté de l'ITI Gombe. Et c'est là où nous nous sommes retrouvés. Et on ne pouvait même pas connaître qui vient d'où. Et vraiment, c'était comme ça. On ne connaissait que les étudiants de sa promotion. À l'époque, ce qui était en dessous de la Dans le cadre de la semaine d'action mondiale pour la santé maternelle et infantile dénommée Les enfants avant tout, l'ONG internationale World Vision, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont organisé une journée de réflexion à l'intention des médias sur le rôle des médias dans le plaidoyer de l'enfant en RDC. Bienvenue Baboa, Théodore Chito, les reportages. Comptez sur moi, je veux que tous les enfants dépassent leur 5e anniversaire. C'est l'essentiel des 3 différentes interventions de cette matinée de réflexion. Vu la situation alarmante du taux élevé de mortalité maternelle et infantile en RDC, les médias et les partenaires ont réfléchi pour essayer de renverser la tendance et amener les décideurs à non seulement allouer un budget conséquent pour la santé, mais aussi susciter l'intérêt à poser des actions concrètes pour la santé des enfants de 0 à 5 ans.
Par rapport à cette semaine, ce qu'on voudrait, c'est que, premièrement, que la question liée à la survie de l'enfant soit prise en compte dans tout ce qui est en train d'être fait, mais aussi par rapport aux différents efforts que le ministère de la Santé est en train de faire et les autres partenaires. On voudrait aussi contribuer par rapport à cela, tout en montrant qu'il est très important que, disons, que la RDC continue à faire des efforts pour réduire la mortalité des enfants. Et dans ce même cadre, appeler aussi les décideurs qui peuvent facilement faire des actions, de le faire pour arriver à donner la chance à tous les enfants d'atteindre et de dépasser leur 5e anniversaire. La semaine d'action mondiale pour la santé maternelle et infantile ira du 1er au 8 mai 2014. Autre chose, le marché de la liberté, vous le connaissez certainement, du moins vous avez entendu parler de ce marché. Il est situé dans la partie est de la capitale de la RDC. En une décennie d'existence, il a pris de l'ascenseur. Sa réputation se penche également sur le nombre des tailleurs, qu'on appelle aussi couturiers, qui œuvrent au sein de ce marché, surnommé Nigeria. Toutes sortes de coupes sont réalisées sur place et c'est en un temps record, vous allez le voir. Hermione Yonvou, Eric Kalambay sont allés de l'autre côté. Reportage. Au pavillon 9, 10, 12, 13 et 14 du marché de la Liberté, l'on est impressionné par le nombre de machines de coupe-couture. Ici, le travail s'est fait en équipe et à la chaîne. Avec ces machines semi-industrielles et industrielles, une électricité permanente et des consommables disponibles sur place, le travail s'est fait à l'allure impressionnante. Pour les couturiers, les clients viennent de toutes les communes de la capitale, des provinces et même d'autres pays. Non, marché vraiment no monia talra ba artiste mené le roi ba biso toza vraiment pour na ko bosser ba art grave pour marché aux alaté que yo sa musala ou la laté otika musala na yo ba surflage ezali broderie ba machine à 114 dans toutes les sortes de machines oyo bokendara o zando wapi boene na marché de la Liberté. C'est quand Liberté ezali neza ke moni a si place toi na nuance na la facilité au sombaga doubli awa bilo a couture yango eza en face border azala mupandi na ngai o mona ke ba onyon surtout biso surtout bilo no so ayo ya ko sala museza si place yango mon ke rapidité ezali mati liberté et que ça vraiment il y a bien liberté parce que libanda ba terre mingi ba ko kosa vraiment ba client mais na biso awa so ki vraiment oyene la mbana tongo ozo obligé sur bit na 15 pour hier au Koutiango donc on travaille parce que on a un équipement tout complet la machine à broderie la machine à sifflage donc tout est complet donc ce ko yega to connaît bien pe na bref délai ozo là-bas. Pour mieux servir le client, les chaises et les bancs sont placés pour leur attente. Certaines femmes et même des hommes attendent leurs vêtements sur place. Il faut 2 heures environ pour la confection d'une blouse de qualité acceptable. Le travail abattu par ces derniers est non de moindre. Un tailleur peut confectionner 30 chemises par jour, voire 10 camisoles par jour. Pour mieux faire les choses, les apprentis sont mis à contribution. Et voilà, il n'y a pas de sommétier, dit-on. L'ultimatum lancé aux véhicules de transport en commun à Kinshasa, dénommé 207, va expirer demain, jeudi 1er mai. Une série de mesures ont été prises pour réglementer ce secteur par le gouvernement provincial. Alors, on se pose la question, est-ce qu'un nouveau délai sera-t-il accordé pour la 3e fois? Reportage Albert Omba. L'ultimatum lancé par l'hôtel de ville de Kinshasa aux conducteurs de taxibus dénommé 207 Esprit des morts expire ce jeudi. Le gouvernement provincial de la ville, province de Kinshasa, l'a rappelé le week-end dernier au cours de son compte rendu. Sur le terrain, les choses semblent avancer lentement. Quelques réticences sont encore perceptibles pourtant.
biso tokobimisa mituka te tokozela nano leta bimisa nano ya ye ape totala ndenge nini imere ya population ekoloba mpona badesanse po bio sikoyo tokomotala kaka population bango baji mpona makambo oyo ye gouverneur ndenge bazobengana na bango babiso oyo tosepeli kaka batikala kotambolaka na siko wana biso tozobombana biso oyo ya biso. Pour le conducteur, la balle est plutôt dans le camp de l'autorité provinciale. Il considère que les nouveaux autobus mis en circulation par l'hôtel de ville et le gouvernement central ne parviennent pas à desservir toute la ville. Makambo ya bakarte ya basoda papa tolembi mpona makambo ndenge yango eza boye toyebi te na Brazzaville awawa basoda kuna bafutaka mwa transport na bango awa biso awa ekoma kaka ya ofele bakambi ya transport bazopermetre te anteni bakota bafuta te eya biso aza na teni civil ezala aza na teni azokota avandi nde na ye boye nauti matete na ye na 5 carte awa bazali awa baza na teni kokonte te oyo baza na teni te. En cas d'échec de l'ultimatum, le gouvernement provincial sera-t-il amené à accorder un troisième ultimatum? La réponse à cette question nous édifiera ce vendredi après l'expiration du délai butoir accordé à cette catégorie de véhicules de transport en commun. Je le disais à l'ouverture de cette édition, le roi du Mpiodi s'en va. Ce 30 avril marque en effet la fin de la présence en RDC de 3 sociétés fondées par le Belge William Damso, très actives dans l'agroalimentaire et le transport routier au cours des 4 dernières décennies. Orgaman, Transmark et Mampenza sont dorénavant en liquidation. En un mois, ce sont 2 grandes entreprises qui ferment leurs portes. Si l'on compte Tabac Congo qui a délocalisé sa production à Nairobi, au Kenya, depuis le 1er avril dernier. Le départ sous d'autres cieux des 3 sociétés du groupe Orgaman n'augure pas des meilleurs lendemains, tant pour le monde du travail que celui des investissements. Le communiqué annonçant la mise en liquidation d'Orgaman Transmark Mampenza était pour le moins laconique. Publié au début de ce mois, il faisait état de difficultés de fonctionnement, ce qui pourrait se traduire par une fiscalité trop lourde et même des pratiques devenues courantes de la part des dirigeants tant politiques que militaires qui à la longue conduisent à une asphyxie complète des unités de production avec leurs conséquences sur des centaines d'emplois. Le départ des sociétés du Congo Orgaman souligne l'échec du gouvernement à mettre en place dans les mécanismes inactifs aux investissements. Il est peu probable que ces nouveaux capitaux se manifestent alors que d'autres se désengagent en l'espace d'un mois. Ce sont 2 grosses sociétés qui ferment dans une quasi-indifférence du gouvernement. Je retrouve notre invité, Monsieur José Adolphe Voto. Mesdames et messieurs, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous recevons José Adolphe Voto, chef de travaux à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Monsieur Voto, c'est votre journée, la journée de l'enseignement. Vous êtes à l'IFASIC. Ça vous inspire quoi, cette célébration d'abord, cette commémoration? Comme la plupart de mes collègues enseignants, c'était une journée de méditation. Il n'y a pas eu un programme spécial. Les gens sont restés chez eux. Certains amis se sont retrouvés pour discuter, réfléchir. Voilà. Aujourd'hui, on parle plus précisément, beaucoup plus du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez l'hypothèse selon laquelle l'enseignement en RDC a régressé depuis? Je partage entièrement ce point de vue. Je crois qu'il ne faut pas être, je ne sais pas, un magicien ou un spécialiste de l'éducation pour le constater. Même les parents à la maison constatent que les enfants qu'ils nous envoient n'ont plus le même niveau que lorsqu'ils ont étudié. Donc l'enseignement régresse tous les jours et c'est très déplorable pour notre pays, pour l'avenir de ce pays, parce que moi je crois que sans une base bien solide au niveau de l'enseignement, le pays ne pourra aller de l'avant. À qui attribuer alors cet échec de l'enseignement en RDC?
À vous, aux dirigeants? Bon, je crois qu'il n'est pas question ici de se jeter la balle. Les causes sont partagées, les raisons, la responsabilité est partagée. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des spécialistes de l'éducation, que ce soit au niveau des parents, nous partageons tous cette responsabilité. Nous sommes dans une société où la situation se dégringole du jour le jour, que ce soit sur le plan économique, sur le plan moral et sur le plan de l'éducation. Donc nous sommes tous responsables. Donc moi je crois qu'il ne faudrait pas cibler les uns et que les autres se présentent comme ayant de nom propre. Nous sommes tous responsables et s'il faut que nous puissions sortir de cette situation déplorable, il faut tous prendre conscience qu'il s'agit ici de l'avenir de notre société, de nos enfants et que nous devons changer des choses et partir de l'avant. Alors, comment faire maintenant? Quelles réformes entamer finalement pour pouvoir améliorer dans ce secteur? C'est vrai que si la responsabilité est partagée, mais c'est le gouvernement qui doit donner l'impulsion. Jusqu'il y a peu, nous avions un système d'enseignement qui était très valable. Je crois il y a un de vos reportages tout à l'heure qui l'a souligné. Mais au fur et à mesure que le jour passe, nous sommes retrouvés dans une situation où il y a certaines pratiques qui ont tiré le système de l'enseignement vers les bas. Il y a la corruption, il y a les infrastructures qui ne sont plus au point. L'enseignement aujourd'hui se tient dans des infrastructures que nous ont laissé les Belges il y a 50 ans, ce qui n'est pas normal. Il y a la documentation qui ne suit pas. Il y a le programme, nous avions un très bon programme, mais qui a été formulé pour ces temps-là. Aujourd'hui, le monde évolue, il faut qu'on puisse y repenser le programme. Il y a la pratique de la corruption, il y a la privatisation du secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, carrément, il y a des gens qui viennent dans le secteur de l'éducation pour faire des affaires. Et tout ça, mis ensemble, fait que le niveau baisse du jour le jour. Je donne un exemple. Il y a quelques années, on a vu qu'on a distribué des diplômes aux élèves au nom de la politique. Parce que c'était une période de campagne, nous avons suivi un reportage tout à l'heure, il y a des anciens élèves qui disent qu'il fallait 60% pour avoir un diplôme d'État. Et il y a un moment, on a vu que des gens qui n'avaient même pas 50% ont eu des diplômes d'État. Il y a des élèves qui étaient surpris et même, connaissant leur niveau, qu'ils ont réussi aux examens d'État. Et tous ces élèves arrivent à l'université et ils ne peuvent plus faire des efforts. Alors, vous les acceptez. C'est vrai que c'est la base, d'abord le primaire, la base de tout enseignement ou de toute éducation dans le domaine de l'enseignement, le cursus universitaire ou scolaire d'un élève. Et puis à l'université, on a l'impression que quand un étudiant ou une étudiante vient à l'université, c'est pour qu'il s'enfonce davantage. Au lieu que l'université l'aide à pouvoir se relever, atteindre un certain niveau, mais les professeurs le ramènent à un niveau encore plus bas, puisque, comme vous le dites, la responsabilité partagée, vous êtes enseignant, vous allez quand même souffrir de porter le chapeau de tous vos collègues qui ne sont pas ici, la corruption, les enseignements qui ne se donnent plus très bien, il faut vendre le syllabus, sinon des TP, puisque les professeurs ont besoin de se nourrir parce que l'État n'assure pas. Je disais ici que l'État, même si l'État ne doit pas porter toute la responsabilité, mais l'État doit donner l'impulsion. Ailleurs, l'université, c'est pas fait pour tout le monde. L'université, c'est l'élitisme, c'est la crème de la société. Mais la plupart de jeunes doivent faire des instituts techniques et de la main-d'œuvre, et la société en a besoin. Mais chez nous, tout le monde doit faire l'université, même des institutions jadis qui étaient spécialisées pour former des enseignants de qualité comme l'IPN sont devenus des universités. Donc, il y a là un problème. Donc, je crois que s'il y a une impulsion qui est donnée, et il faut qu'il y ait une rupture. Il doit y avoir une rupture. Sinon, la société va en souffrir demain. Nous avons tout. Nous avons naturellement été dotés de tout, mais le problème de la société congolaise, c'est l'homme. Et l'homme, ce qui est au centre du fait que l'homme puisse donner le meilleur de lui-même, c'est l'enseignement. Vous êtes à l'IFASIC depuis, vous me disiez tout à l'heure, depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais. À l'IFASIC, il y a eu ce système depuis l'ISTI de tests d'admission. Aujourd'hui,
vous ne formez pratiquement pas des bons journalistes, puisque lorsqu'on s'en tient à ceux qui sortent de l'IFASIC, je veux prendre de l'année dernière les finalistes, Monsieur Voto, il y a des gens qui se disent, mais est-ce qu'il existe encore dans ce pays une institution pour former les journalistes, puisque la qualité de ceux qui sortent des licenciés en communication, ça laisse à désirer, Monsieur Voto. Madame, l'IFASIC, comme toutes nos universités, n'échappe pas à la situation générale de notre pays. Je parlais tout à l'heure de la situation de la corruption qui gangrène notre société. Jadis, c'était impensable qu'un parent puisse venir plaider pour son enfant à l'université. Aujourd'hui, nous voyons des parents qui viennent faire toutes sortes de pressions. Une corruption morale Et à la fin, vous vous laissez impressionner les parents qui viennent, puisque général soit-il, député soit-elle, après avoir plaidé la cause de son enfant, et à la fin, l'enfant obtient gain de cause. Et l'année prochaine, il est admis à la classe supérieure. Je disais ceci, madame, nous recevons des enfants qui viennent avec de lacunes depuis la base. Et même si on fait des efforts pour ramener, vous n'allez pas me dire que tous les produits que nous mettons sur le marché, c'est la médiocrité. Non, c'est vrai. Il y a aussi... On dit, mais bon, sur l'ensemble, l'IFASIC, franchement... Non, madame, mais vous êtes vous-même un produit de l'IFASIC, à ce que je sache. Je crois que l'IFASIC, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas plaider pour ma chapelle ici, c'est la meilleure institution de formation des journalistes au Congo, et même en Afrique centrale. Ça, c'est démontré. Donc, il y a toujours des médiocres qui passent par les mailles du filet, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous faisons avec le moyen des bords. Nous tentons de faire notre mieux, mais nous croyons qu'il y a un problème sérieux et nous nous battons toujours pour que la situation change. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que... C'est dans combien de temps d'abord vous pensez que le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo puisse pouvoir s'améliorer et que l'on dise finalement en RDC, le niveau avance et que les choses bougent? Vous croyez d'abord à ça? Moi, je crois à l'avenir de ces pays. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Moi, je crois à l'avenir de ces pays et je crois que l'avenir de ces pays passe par l'enseignement. Tant que le pouvoir public n'aura pas compris cela, on aura toujours des problèmes. Mais je crois à la bonne foi de ceux qui nous dirigent. Je vois des signaux qui arrivent. Je vois tout à l'heure un reportage où le Premier ministre Matata s'investit dans la réhabilitation des écoles. Il y a des mesures d'audace comme la gratuité de l'enseignement, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Non seulement la gratuité, mais gratuité effective. Et non seulement gratuité effective, mais au niveau élémentaire, l'école doit être obligatoire. Non seulement gratuit, mais obligatoire. Il faut retirer l'agrément à certaines écoles, certaines universités. Il faut commencer par... je crois qu'il le faut. Faut-il commencer? Je crois qu'il le faut. Le mal est profond, les axes sont nombreux. Il y a le programme, il faut repenser le programme. Il y a les conditions de travail, non seulement les conditions sociales, mais les conditions de travail de l'enseignant. Parce que l'enseignement, c'est les ressources humaines, c'est pas seulement l'enseignant, mais aussi les élèves. Il faut un programme qui est réadapté, il faut réhabiliter les infrastructures, il faut doter les écoles de la documentation, il faut un salaire décent pour l'enseignant. Et je crois qu'il faut réhabiliter des corps comme les corps des inspecteurs, former des inspecteurs de qualité et qui sont motivés pour faire le travail. Et ça ne viendra pas en un jour, ça viendra progressivement, mais il y a lieu de basculer la situation. Ça viendra dans un pays où le quota réservé à l'éducation difficilement atteint les 3% sur l'ensemble du budget national, alors que dans des pays tels que la Belgique, vous avez 30% du budget pour l'éducation. Pensez-vous qu'avec le 2% ou le 0, quelque chose %, on soit capable de pouvoir réformer le secteur de l'éducation? Je ne suis pas membre du gouvernement pour parler chiffres, mais je crois que si l'option est levée... Nous, on est journalistes, au moins on suit l'évolution lors des débats sur le budget à l'Assemblée nationale. Oui, je ne dis pas... Madame, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement autant de pourcents du budget qui suffit. C'est vrai qu'on a besoin de moyens, mais c'est une volonté sincère. Sans argent, pas de réforme non plus.
Bien sûr. Il faut réhabiliter avec l'argent, il faut payer l'enseignant avec l'argent et donc le gouvernement doit mettre en place tout à l'heure, un paquet conséquent pour réformer ce secteur de l'éducation. Lorsqu'on dit que nous sommes en campagne électorale, nous sommes en période préélectorale, il faut donner autant de diplômes aux élèves qui ne le méritent pas, ce n'est pas une question d'argent. Lorsque les gens savent qu'il y a une corruption et on ne sanctionne pas, ce n'est pas une question d'argent. Je crois qu'il y a plus que ça. On a besoin d'argent, mais on a besoin de volonté, de part et d'autre, du gouvernant, tout comme des acteurs sur le plan de l'éducation. On a besoin de ça. On a besoin de conscientiser les parents. Parce que quand un parent s'investit, nous vivons des choses déplorables. Quand des parents viennent pour faire pression sur des enseignants ou sur des responsables de l'université pour dire que non, nous on a déjà tout préparé, il aura fait à la maison, si cet enfant n'est réussi pas, ce sera une catastrophe. Vous pouvez vous imaginer ça? Un parent qui s'investit pour que son enfant réussisse sans qu'il ait appris quelque chose. Sur le plan international, aucune université congolaise, malheureusement, n'est retenue sur la liste des universités. Monsieur Voto, malheureusement, dans ce cadre-là, vous êtes fier aujourd'hui encore de pouvoir vous appeler enseignant en RDC, de surcroît chef de travaux. Vous voulez qu'on mette les clés sous les paillassons? Non. Nous croyons à l'avenir de ces pays, nous croyons à l'avenir de notre enseignement. Les choses peuvent changer et nous travaillons pour ça. Et nous croyons que demain, ça sera mieux. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons été formés, nous avons été fiers de nos enseignants et nous voulons tout ce qu'on peut donner à nos enfants aujourd'hui, c'est de les former. Et je crois que tous les parents partagent cet avis-là. Il faut former les jeunes. Sinon, ces pays... nous n'existerons plus. Ceux qui vous ont formé sont peut-être fiers d'avoir eu des étudiants formés comme vous. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous dites également fiers de former, nous, la génération future? Madame, tous les produits de l'enseignement aujourd'hui ne sont pas que des racailles. Même si on ne peut pas mettre un terme d'égalité entre les diplômes, même si nos universités ne sont pas répertoriées dans des universités de référence dans le monde, il y a des produits de nos universités qui font la différence. Je peux vous donner des exemples. Ce pays est dirigé par les produits de nos universités. Tous les premiers ministres qui défilent ici, ce sont les produits de nos universités. Tous ceux qui nous dirigent l'Assemblée nationale, ce sont des cadres de qualité qui ont été formés dans nos universités. Il y a un effort qui a été fait dans le passé. Nous avons des professeurs de qualité qui ont été formés dans de grandes universités et qui ont formé des gens dans ces pays. Il ne faut pas oublier cela. Et je crois qu'il y a eu un relâchement à quelques niveaux. Et si nous prenons conscience, on peut répartir. Répartir sur des bonnes bases. Le Congo est vaste, Monsieur Voto. Si à Kinshasa, ça semble aller à l'intérieur du pays, est-ce que vous avez l'écho de ce qui se passe à l'intérieur dans le domaine de l'éducation? Ce n'est pas très différent, mais il faut relativiser. Vous savez que le moral qu'il y a à Kinshasa, les habitudes qui sont à Kinshasa ne sont pas forcément à l'intérieur du pays. Il y a des coins à l'intérieur du pays où l'enseignement est encore de qualité. Et si vous pouvez vérifier dans certaines universités, des étudiants, des élèves qui nous viennent de l'intérieur, parfois, ils nous étonnent. Parce que ce sont des instituts qui sont tenus par des prêtres, qui sont tenus par certaines organisations. Et le dérapage qu'il y a à Kinshasa, où on fait du business avec l'école, ça n'existait pas à l'intérieur. Ça n'existait pas à l'intérieur du pays. Les écoles à l'intérieur sont tenues par des partenaires comme les églises, comme les confessions religieuses et tout ça. Et il y a encore quelque chose à récupérer de l'intérieur. Ça, j'y crois. Monsieur José Adolphe Voto, merci beaucoup d'être passé sur notre antenne ce soir. Nous parler de l'enseignement, nous faire cet état des lieux. Vous avez autre chose à ajouter? Je crois à l'avenir de ce pays. Je crois à l'avenir de l'enseignement. Il suffit d'une prise de conscience à tous les niveaux et on pourra répartir. Et c'est seulement à cette condition qu'on pourra sortir le Congo du sous-développement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je rappelle que nous avons reçu José Adolphe Voto. Il est chef de travaux à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir présenté cette édition et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve vendredi 19h pour une nouvelle édition d'information. Demain, 19h, vous retrouverez Bienvenue Babois. Très bonne fête au travail à tous et surtout très bonne fête de l'enseignement à tous les enseignants de la RDC et à ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir.
Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec GigaNight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux.